Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Justement, aujourd'hui, j'ai parlé avec deux sexologues, Valérie et Virginie. On a parlé évidemment de sexualité, mais plus précisément au niveau de l'hypersexualisation. C'est un sujet sur lequel je suis extrêmement curieuse puis que j'avais envie justement de creuser avec des expertes pour avoir leur avis par rapport à ça, par rapport au constat de qu'est-ce qui se passe dans notre société. Je sais qu'on veut aborder entre autres l'hyper-accessibilité versus l'hypersexualité, les grandes lignes de l'évolution de la sexualité de la femme, puis surtout de quelle façon on peut réellement se réapproprier notre pouvoir, notre sexualité en tant que femme, parce qu'on le sait que souvent, il y a encore beaucoup de honte associée à la sexualité féminine et tout ça. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va discuter, les trois ensemble. Je vous invite sur le Patreon, si c'est une chose que vous n'avez pas encore découvert, parce que oui, j'ai créé un Patreon en lien avec, évidemment, le podcast, mais ce qui différencie le Patreon du podcast en soi, c'est que, en fait, j'axe vraiment le contenu au niveau des conseils tangibles, puis des outils concrets, des ressources pour que vous puissiez encore évoluer davantage. Puis je sais qu'il y a plusieurs gens ici qui sont extrêmement curieux, qui ont ce désir-là d'évolution, puis je pas, j'étais limitée un petit peu avec mon podcast parce que les gens doivent se déplacer ici à Montréal. Donc là, ça me fait ouvrir mes barrières, justement, mes horizons à pouvoir inviter des gens de la France, entre autres, qui ont des façons de penser ou des façons de faire, des méthodes qui sont avant-gardistes qu'on ne connaît pas nécessairement ici. Puis ça, moi, je tripe bien raide. Fait que je pense que vous allez bien aimer découvrir la plateforme puis avoir accès à ces discussions exclusives-là avec différents experts. J'ai, entre autres, traité de trauma intergénérationnel avec Paul Simard, qui était un masterclass que tout le monde a adoré. J'ai parlé de système nerveux, intelligence émotionnelle, de neurosciences. J'ai eu un philosophe. C'est extrêmement varié comme contenu. Donc, allez jeter un œil. C'est seulement 11$ par mois sans engagement. Je vous invite à aller découvrir ce qui se passe là. Je tiens aussi à dire un gros merci à mes partenaires qui sont là depuis le tout début. Je suis dans une relation de fidélité incroyable avec ces deux partenaires-là que j'adore, que je remercie, puis que je vous invite grandement à les encourager à découvrir leurs produits, à utiliser des codes promo parce que c'est grâce à eux, en fait, que vous avez accès à ce contenu-là. Donc, goûtez avec le code Myriam10 pour découvrir des fabuleux kombucha. Si vous avez envie de, utiliser comme mocktail, si vous avez conscience aussi que c'est bon pour votre santé, votre flore intestinale, il y a toutes sortes de produits vraiment intéressants. Même chose pour Eros. Allez jeter un œil sur le site. Il y a un clavardage en ligne qui est ultra confidentiel, évidemment, puis ultra accessible d'avoir des conseils, puis être conseillé à travers la multitude de produits qui se trouvent là-dessus. Et je tiens à vous dire un gros merci d'être là, de vous intéresser au sujet, de participer, de me donner des commentaires, de partager aussi à vos amis. Finalement, ça me touche profondément toutes les fois que je vois les commentaires, que je peux comme connecter finalement avec vous. Donc, je vous dis un gros merci d'être là, puis je vous souhaite une bonne écoute. Mais on est sûr d'être réveillé avec ça dans la face. On est sûr de ne pas se mettre à bâiller. Je vous remercie d'être là avec moi aujourd'hui pour qu'on parle de sexualité. Ça fait plaisir. Je faisais mon petit chant d'intro. Let's talk about sex, baby. J'adore ce sujet-là, mais tu sais, je pense qu'on aime ça en parler. C'est tout le temps un sujet que les gens aiment écouter les épisodes. Puis, je voulais m'entourer d'expertes, en fait, pour en parler. Fait que je vous laisse vous présenter avant toute chose, avant qu'on rentre dans notre vif du sujet. Oui, en fait, moi, c'est Virginie Lavoie-Dugré, sexologue et psychothérapeute. Donc, ça fait 12 ans là, que je pratique en bureau privé. Donc, thérapie de couple, individuelle et tout ça. Donc, on fait aussi une chaîne YouTube avec Valérie, deux sexologues, qui nous permet justement de venir chercher un petit peu plus l'aspect éducation sexuelle, vulgarisation de l'information qu'on trouve super intéressant. Puis, comme c'est auprès d'adultes, ça, il y en a un peu moins. Tu sais,
souvent, on l'entend beaucoup plus pour les jeunes. Ouais. Fait qu'on trouvait que c'était une façon de venir mieux communiquer l'information. Et donc, moi, c'est Valérie Leblanc, sexologue et psychothérapeute. Et effectivement, je pratique aussi auprès des couples et des individus en bureau privé depuis 13 ans. C'est cool. C'est Paul Simard, je sais pas si vous connaissez Paul, le psychologue, que j'aime beaucoup, qui est venu quelques fois sur mon podcast, qui m'a référé justement à vous, qui m'a fait découvrir en fait votre chaîne puis tout. Fait que il sait à quel point il y a des petits sujets un peu touchés que j'avais déjà parlé dans d'autres épisodes puis qui avaient suscité bien des réactions. Puis j'étais comme OK, tu sais clairement. Quand il y a quelque chose qui est très polarisant, c'est parce qu'on sait que ça vient chercher les gens à l'intérieur. Il y a comme un débat un petit peu. Là, je fais référence entre autres à l'extrait de Alex Labbé que j'ai reparlé quelques fois, mais tu sais, cet extrait-là qui, lui, en fait, nommait son opinion par rapport justement au body count de sa partenaire, puis tout, puis ça l'a quand même ça l'a fait beaucoup parler, tu sais. Fait que ça m'a donné envie, entre autres, de parler de hypersexualisation. Puis je voulais avoir justement des expertes par rapport à ça pour comme bien comprendre ce concept-là, l'évolution aussi de la sexualité, la forme qu'on va traiter ensemble, puis probablement le slut-shaming qui va venir un peu en lien avec ce sujet-là. Il y a plein d'affaires qu'on a envie de parler, là. Mais avant toute chose, tu sais, juste que les gens comprennent ce serait quoi l'hypersexualisation. Je vais vous laisser présenter un petit peu ce concept-là. Puis une raison vraiment bien égoïste et personnelle là, que j'avais envie de parler de ça, c'est que ce que je remarque à travers les réseaux sociaux, tu sais, moi, je m'affiche d'une certaine façon, des fois sensuelle, des fois pas pantoute, mais je remarque que, tu sais, c'est quelque chose que je fais à l'occasion et que je suis confortable et que j'en retire du plaisir, mais il y a des commentaires souvent que je reçois d'experts même ou de mon copain ou des gens autour de moi, tu sais, qui viennent un peu me remettre en question par rapport à pourquoi je fais ça, est-ce que c'est vraiment sain, puis en tout cas, je suis tout le temps un peu dans le doute, puis le mélange de honte, de doute, de ce que je devrais, puis nanana, puis en tout cas, fait qu'on aura l'occasion de parler de ce sujet-là, est-ce que c'est bien ou mal de s'afficher sur les réseaux sociaux. Puis je sais qu'on n'est pas là dans un jugement moral puis qu'on n'a pas nécessairement la vérité infuse, mais je pense que c'est important d'en parler parce que il y a beaucoup de femmes, entre autres, qui le font puis qui reçoivent, tu sais, des commentaires qui se font challenger par rapport à ça. Puis je veux démystifier un peu ça. Fait que si on commence du début, ce serait à se questionner, à savoir c'est quoi exactement l'hypersexualisation. Okay. Pouvez-vous nous guider un petit peu? Je peux commencer. Donc, l'hypersexualisation, en fait, c'est la prédominance de la sexualité dans les sphères publiques. Donc, on va parler, par exemple, dans les médias, la publicité, l'habillement, en fait. Donc, il y a vraiment un accent sur le corps sexuel, pas mal dans un cadre pour vendre, dans le fond. Ouais. Donc, il y a vraiment une exposition, une surexposition. Qui apporte en fait aussi des stéréotypes genraux, principalement auprès des femmes, qui sont plus rigides. Et je dirais aussi un petit peu plus dans un concept où il y a une forme d'objectivisation du corps de la femme et peut-être un peu plus de dominance dans les images des hommes, en fait. Donc en gros, c'est ça que le corps de la femme a vraiment été objectifié dans le sens qu'on l'a utilisé, le corps de la femme, la sexualité, entre autres, le sex appeal. Comme un objet pour pouvoir... Un objet de consommation, à la limite, pour promouvoir la consommation. Donc, comme Valérie, tu disais, ça vient vraiment teinter après ça notre perception de comment on se positionne comme femme à travers tout ça, ce qu'on va attendre des femmes, c'est les stéréotypes, c'est quoi la femme idéale au niveau du corps, de l'apparence, au niveau de la sexualité. Donc, ça vient vraiment teinter toutes ces perceptions-là. Oui. Ça l'établit certains standards, c'est ça. Oui. Par rapport à comment on devrait... J'ai l'impression que ça a un lien aussi avec notre valeur, finalement, en tant que femme, tu sais, c'est à quoi on sert. Bien, c'est sûr que si ce qui est mis de l'avant, c'est la sexualité de la femme ou la femme comme un objet de désir, c'est sûr que c'est pas son intelligence qui est mis de l'avant, c'est pas ce qu'elle est comme individu qui est mis de l'avant non plus. Donc, c'est là aussi où ça vient toucher la valeur, puis que ça peut donner l'impression que pour avoir de la valeur, je dois passer par ce stéréotype-là, où je dois me présenter comme ça,
ou c'est ce que les autres attendent de moi. Ouais. Donc, à ce moment-là, je me présente dans ce modèle-là. Et souvent, en tout cas, moi, ce que je remarque beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui, en ayant passé dans ce modèle-là, se disent « Ah, mais dans le fond, ben j'ai pas de reconnaissance sur moi comme individu. » Ou qui vont venir vouloir, tu sais, ils vont dire « Ben j'attends juste que quelqu'un me reconnaisse, me valorise dans mon intelligence, dans comment je suis intéressante, dans mon contenu, finalement, et non seulement le contenant que je vais proposer. » Ouais. Mais on dirait que ce que j'ai envie de partager par rapport à ça, c'est, tu sais, moi, je suis clairement dans la génération Britney Spears. Moi, j'ai dansé, tu sais, avec Britney Spears toute ma jeunesse. Fait que c'est sûr que ça l'a teinté un petit peu mon image, justement, de la femme, à savoir, OK, comment que je dois être pour attirer l'attention, tu sais. Puis moi, je pense que ça a fait partie intégrante de mon cheminement, de ma perception par rapport à moi, que j'ai compris que rapidement, très jeune, OK, en tant que femme, si je me démontre d'une certaine façon, plus sexy, c'est comme ça que je vais avoir un certain pouvoir sur les hommes, ou que je vais avoir une certaine valeur, tu sais. Fait que clairement, ça a été super sournois, tu sais, ça a été vraiment inconscient, mais c'est un discours que j'ai internalisé, tu sais, puis c'est ça que j'ai mis en application, parce que c'est comme si c'était une façon facile, en parenthèse, pour moi d'aller chercher une certaine attention, tu sais, tandis que se faire valoriser par le fait que je suis une bonne personne, que peu importe les qualités, les compétences que j'ai, ben ça demande peut-être pour moi un peu plus d'effort, tu sais. Oui, c'est moins évident, mais tu sais, faut pas oublier qu'on est jeune, on est en construction aussi, donc on est vraiment sensible aux messages. Puis quand ces messages-là te disent, ben être une femme désirable, c'est ça, surtout à l'adolescence, c'est ça que tu as envie de devenir aussi. Donc une femme qui est désirable, ou qui est une femme qui est voulue, qui est populaire, c'est oui, là parce aussi. Que le besoin d'appartenance est un besoin très, très, très présent à l'adolescence, dans la construction, comme tu dis, de l'individu. Donc, ben, je veux sentir que j'appartiens à un groupe. Si ce groupe-là aussi, ce qui est mis de l'avant, c'est la valorisation au niveau du corps, puis de comment me présenter dans les stéréotypes, la sexualité, tout ça, ben nécessairement, je vais vouloir tendre vers ça. Donc, ça prend quand même, disons qu'à l'adolescence, ça prend beaucoup de caractère et de force pour dire, moi, je ne vais pas dans ce moule-là, ou avoir eu d'autres types d'éducation qui m'ont amené à pouvoir avoir un regard critique sur ça. Mais c'est sûr que là, en vieillissant aussi, après ça, il y a beaucoup de choses, comme tu disais, qui sont internalisées. Exact. Puis là, ça fait en sorte que je sais plus, est-ce que c'est moi qui veux ça? Est-ce que c'est la société? C'est-tu mes attentes? Oui, exactement, de partager. Oui, de faire, comme tu dis, ce cheminement-là, ça demande de prendre un pas de recul, vraiment, puis de conscientiser le conditionnement qui est là, puis de faire un retour à soi. Mais tu sais, on est tellement bombardé de messages, tu sais, à tous les niveaux, que je trouve que des fois, ça devient difficile de savoir... est-ce que je suis en train de répondre à un conditionnement, ou genre je fais vraiment quelque chose pour moi? Tu sais, la ligne est mince, je trouve, des fois, à apprendre à reconnecter à soi, puis à voir c'est quoi mes réelles convictions, mes réelles valeurs, si genre j'aurais pas accès à toutes ces informations-là, là. Ça demande une grande prise de conscience de toi, de la maturité, un regard critique, du recul, l'expérience. Donc, c'est sûr que des fois, ça vient un petit peu plus en vieillissant. Puis quand tu es connecté à ton identité, à ta valeur, c'est peut-être un petit peu plus évident de le faire, de re-questionner cette socialisation-là hyper-sexualisée. Puis dans le fond, l'hypersexualisation peut amener une certaine forme de banalisation aussi, éventuellement. Ouais. Puis on peut tomber là-dedans aussi. C'est ça. Je sais qu'on veut parler de l'évolution, justement, de la sexualité. Puis, tu sais, moi, c'était ma perception. J'ai l'impression qu'on est rendu dans un ère où ça l'a tellement évolué, ça l'a passé de comme c'était mal, tu sais, qu'il y avait vraiment beaucoup de tabous par rapport à la sexualité, à là, justement, un ère plus d'émancipation, où on a envie, justement, d'explorer tout ça, ce que je trouve vraiment intéressant. Mais d'un autre côté, j'imagine qu'il y a tout le temps des extrêmes un peu. C'est comme s'il faut explorer les extrêmes, j'ai l'impression, des fois, pour comme... Trouver ton juste milieu. Oui, c'est ça, trouver son équilibre. Puis j'ai une perception que, justement, il y a comme une banalisation un petit peu du sujet de la sexualité. Tu sais, comme là,
on aime ça en parler. Il y a de plus en plus de podcasts par rapport à ça. Je trouve ça vraiment intéressant au niveau éducation parce que clairement, il y a encore des lacunes, je pense, dans notre système éducatif. Mais là, je remarque que la sexualité, au-delà de l'hypersexualisation d'utiliser le corps de la femme, ben la sexualité, ça vend point, au niveau des podcasts, au niveau de tout ce qui est création de contenu. C'est comme... Oui. C'est ça. On en parle beaucoup. Quel impact ça a sur nous, le fait que, justement, on en parle comme si c'était un peu n'importe quoi, la sexualité, en fait. Oui. Mais c'est là que je dis qu'il peut y avoir une certaine banalisation parce que tout ce qui est ultra accessible peut être éventuellement vu comme moins important d'une certaine manière. Mais on s'habitue. On s'habitue. Une habituation qui se crée dans le fait d'être constamment au cœur de ça ou que ça soit dans les sujets de conversation un peu comme « Ah, tiens, regarde mon nouveau kombucha. » Là, c'est la même chose, mais « Ah, j'ai eu telle pratique sexuelle hier, puis voici ce que j'ai trouvé. » Donc là, ça enlève un peu soit d'intimité face à ça. On parlait de valeur tantôt, mais ça vient teinter aussi la valeur qu'on va accorder à ce sujet-là, j'ai l'impression. Ben, c'est vraiment intéressant parce que comme dans toute chose, j'ai l'impression qu'il y a un revers de la médaille. Je fais référence entre autres au podcast Sexe Oral. Je trouve ça le fun parce que justement, d'enlever les tabous par rapport à qu'est-ce qu'on peut vivre en lien avec la sexualité, puis je trouve ça cool. D'un autre côté, ce que tu nommes, je trouve ça intéressant aussi, c'est que des fois, on a tellement accès à de l'information que ça peut devenir un petit peu comme... challengeant, ça peut devenir comme une certaine pression de « Oh my God, ben là, tout le monde parle de sexe anal, je suis donc bien comme arriérée de pas encore avoir essayé ça. » Exemple, c'est comme, ça peut cultiver aussi une genre de pression de devoir essayer tout quand au final, on n'aurait peut-être pas été porté à explorer ça. Tout à fait, puis c'est là où est-ce que ça amène à dire « Ben qu'est-ce qui, moi, me convient? » Qu'est-ce que moi j'ai envie versus la pression que je sens de devoir essayer ou de devoir faire comme les autres. Donc, ça aussi, ça entre en jeu. Il y a le côté éducatif qui est super intéressant et nécessaire, mais il y a le côté hyper-accessibilité qui entraîne ou qui alimente l'hypersexualisation et vice-versa. Donc, tout ça, c'est interrelié, là. Ça me soulève une question qui est peut-être un peu hors contexte, mais on a-tu perdu un peu la notion de c'est quoi une sexualité saine et épanouissante, dans le sens que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression qu'on de ce temps-ci, on banalise beaucoup, exemple, le nombre de partenaires. On peut vraiment explorer, puis on peut tout essayer, puis c'est comme s'il y a un aspect un peu de quantité au niveau du nombre de partenaires ou un aspect de quantité d'exploration, de techniques, de je sais pas quoi, d'objets, ou j'ai l'impression qu'on est comme dans du volume au lieu de parler peut-être plus de la qualité. Ça, c'est quelque chose de super important dont on parle souvent, même ensemble et dans notre chaîne. L'important, c'est pas la quantité, c'est la qualité, mais il faut peut-être faire un petit pas en arrière pour faire un suivi historique, justement. Avant l'hypersexualisation, on a eu aussi une espèce de répression de la sexualité. On était vraiment dans un cadre de couple qui n'était pas nécessairement avec de l'amour ou l'épanouissement sexuel. C'était plus la procréation, la poursuite de la lignée. Donc, on est passé d'un cadre comme celui-là. Après, il y a eu vraiment comme une révolution sexuelle. Il y a eu des articles, des livres qui sont sortis sur la vraie sexualité des gens. Je pense à Kinsey dans les années 50 ou le rapport Haidt en 76. C'est des choses qui ont vraiment amené une nouvelle vision de la sexualité qui a permis, après, avec l'arrivée de la pilule ou avec l'IGV, une sexualité qui s'est décentralisée de la procréation pour devenir une sexualité un petit peu plus plaisir. Donc là, ça pouvait aller bien jusqu'à un certain point, mais c'est vrai que là, avec la pornographie, on pense à l'accessibilité de la pornographie et la moins grande accessibilité à une éducation sexuelle ou à la sexualité, disons, dans le plaisir, dans le consentement, dans tout ce qu'on veut, nous, en tant que sexologue, mettre de l'avant. Là, c'est sûr qu'il y a un petit gap là, à remplir. Donc, c'est vrai que des fois, aujourd'hui, il y a peut-être cette recherche du plaisir. Ça peut aller dans le trop. Ça dépend aussi de l'individu et de où ça part en soi, là. Mais oui, c'est dans le plaisir. Ouais, je trouve ça intéressant, justement, la notion de plaisir que tu amènes. On dirait que je pourrais faire des liens un petit peu avec le plaisir instantané.
La notion de dopamine, tu sais, je viens de faire un épisode justement sur les réseaux sociaux, tu sais, j'ai l'impression qu'on est aussi dans une ère où oui, la notion de plaisir était clairement nécessaire, selon moi, de ramener le sujet, ça va d'être comme, hey, vous y avez droit, vous avez le droit de prendre plaisir, tu sais, au niveau de la sexualité ou tout ça, mais encore une fois, j'ai l'impression que l'aspect de quantité, de vouloir, de cultiver tout le temps des petits plaisirs instantanés, on est beaucoup là-dedans, tu sais, versus peut-être prioriser un épanouissement qui serait peut-être plus durable. Il y a comme, je sais pas, on dirait que je vois un peu une dualité entre un épanouissement au niveau de ma sexualité, puis oui, une recherche de plaisir instantané. Je suis en train d'interrompre ton écoute de l'épisode, mais s'il vous plaît, juste écoute-moi 2 petites minutes parce que j'ai vraiment un message important pour toi. Dans cet épisode, je collabore avec une initiative qui est l'initiative de Pause, qui est réalisée par Capsana avec le soutien du gouvernement du Québec, qui vise à faire la promotion d'une utilisation équilibrée de nos écrans. Puis dans le but, en fait, de prévenir les risques associés à l'hyperconnectivité. Et ce pourquoi c'est important pour moi d'en parler, c'est que c'est quelque chose que j'ai profondément conscientisé dans la dernière année principalement, à quel point que les technologies font partie intégrante de mon quotidien, tu sais. Puis à quel point ça me faisait du bien aussi de prendre un pas de recul parfois pour me reconnecter à moi, pour reconnecter avec la nature, reconnecter avec les gens qui sont présents aussi avec moi. Donc, pour être un allié pratique et bienveillant, pour que la techno soit à notre service et non l'inverse, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Puis, il vous invite à faire un défi de déconnexion qui est le 24 heures de pause, qui est le 19 novembre prochain. Évidemment, moi, je vais le faire et je recommande à tout le monde de le faire. Moi, j'ai commencé à faire ça tous les dimanches avec mon chum. Des fois, je ne fais pas un 24 heures complet, mais juste de me fixer une journée dans la semaine où justement, je suis dans un moment privilégié avec moi, que je me permets de m'ennuyer, que je me permets d'être dans la nature, de connecter avec mon chum, par exemple, ça me fait le plus grand bien. Fait que je vous invite vraiment à embarquer. Puis, vous avez la possibilité de personnaliser votre défi. Donc, évidemment, on vous encourage, moi, personnellement, je vous encourage à faire la totale, c'est-à-dire un 24 heures sans écran, que ce soit console, les tablettes, les ordis, cellulaires, etc. Mais si vous avez envie d'écouter aussi vos limites, vous pouvez vous permettre soit de faire un 24 heures uniquement sans réseaux sociaux, soit il y a l'option du 24 heures sans jeux vidéo et le 24 heures sans streaming. Donc, je vous invite à vous inscrire sur le site qui est pausetonecran.com. Le lien va être dans la bio, évidemment. Vous courez la chance de gagner 1 000 $ qui est offert par l'Association des optométristes du Québec. Donc, tous les gens qui vont avoir participé, il y a une personne qui va se mériter ce prix-là. Donc, c'est un petit incitatif quand même intéressant. On ne dira pas non, un petit 1 000 $ qui rentre. Donc, ben voilà. Je vous dérange pas plus longtemps. J'espère que je vous ai donné envie de participer, de voir qu'est-ce que ça peut vous apporter de déconnecter de vos écrans pour un petit 24 heures. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Mais les deux comme se mélangent un petit peu, dans le sens où il y en a qui vont avoir l'impression que leur épanouissement va passer par cette consommation de la sexualité. Puis à ce moment-là, c'est peut-être le cas, effectivement, de dire, ben dans le fond, pour moi, j'ai l'impression que je prends en charge ma propre sexualité, mon propre plaisir, en passant par le fait qu'il y a une quantité puis une exploration beaucoup. Ça évolue aussi, hein, ça. Donc, il y a peut-être des fois des périodes de vie où c'est ça qui est au cœur de ma prise en charge personnelle au niveau sexuel. Puis éventuellement, ben j'évolue puis je me rends compte que, ça correspond plus tout à fait à mes besoins. Puis dans ces moments-là, ben on évolue justement nous aussi, puis on se dit, ben je pense que j'ai peut-être envie d'aller vers quelque chose tu parles de plus long terme, qui est moins dans la recherche constante de cette dopamine-là et dans quelque chose qui va être plus satisfaisant, parce que ça, c'est l'envers de la médaille, c'est que à force d'aller chercher l'instantané, puis la dopamine que ça crée, j'en perds un peu la satisfaction, ça devient pas suffisant, ça nourrit pas assez
à plus long terme. Donc, j'ai encore toujours besoin d'autres choses. Alors que si j'y vais plus dans la qualité, ça correspond vraiment à ce que moi, j'ai envie, ça dure plus longtemps. Oui, c'est ça. Puis, ça revient un petit peu à ce que je parlais tantôt off-cam. Tu sais, moi, j'ai eu un parcours, justement, au niveau de ma sexualité où ce que je considère avoir eu, tu sais, beaucoup de partenaires sexuels. Puis à ce moment-là, je me souviens que comment que je le voyais, en fait, à l'intérieur de moi. Je pense qu'il y avait une part de moi qui était un peu inconfortable avec le fait que j'avais une sexualité comme ça, mais à ce moment-là, moi, ça m'amenait une certaine reconnaissance à l'extérieur. Puis je pense que peut-être inconsciemment, je me mentais un petit peu à moi-même parce que, tu sais, je me disais, je m'empower, justement, tu sais, en tant que femme, on a tellement été, tu sais, comme limitée, puis tout. Puis là, genre, c'est pas vrai que je vais laisser la société me dire ce qui est acceptable ou non. Puis, tu sais, je reprends mon plein pouvoir et tout ça. Puis c'est de cette façon-là que je l'ai fait. Mais on dirait qu'avec un pas de recul, c'est justement, je conscientise que peut-être que c'est plus un discours que j'ai internalisé, c'est-à-dire que en tant que femme, ben, c'est comme ça que tu es désirable, puis c'est bien de t'afficher comme ça. Mais je pense que ça venait même pas nécessairement de moi. Fait que ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Des fois, ça prend un pas de recul, finalement, pour faire certaines réalisations par rapport à notre sexualité. Puis, tu sais, je veux pas comme rentrer dans la notion du mal ou du bien, puis on n'est pas ici pour faire des jugements moraux, parce qu'au final, tout le monde est comme irresponsable de leur propre sexualité, mais moi, je veux quand même le partager que ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé, tu sais, qu'il y avait comme un petit peu, il y avait un petit mensonge inconscient que je me faisais, tu sais, puis que je ressentais un inconfort qui, je pensais, venait de l'externe, mais non, ça venait de moi. En fait, c'est ça que j'ai compris, que c'était moi qui avais un inconfort, finalement, avec ça, tu sais. Des fois, il faut juste, justement, explorer pour savoir, puis se comprendre, là, j'imagine. Oui. Mais avais-tu l'impression d'aller chercher le sexe pour du sexe? T'allais chercher le sexuel dans le sexuel ou t'allais chercher autre chose? Bonne question. Je pense que c'était vraiment... j'allais pas chercher de l'intimité, j'allais pas chercher... Je pense pas que je me définissais au niveau de ma valeur non plus. Je pense que j'étais vraiment dans la bonne dopamine, satisfaction instantanée, tu sais, valorisation à travers le regard de l'autre, puis spark de plaisir. C'est un peu... Oui. Ben, t'as raison. Je pense qu'il y a peut-être une question de socialisation, mais des fois, c'est qu'à travers la sexualité, on va aller la consommer pour autre chose qui va nous faire du bien temporairement, mais qui finalement, avec le recul ou la réflexion que tu as peut-être eue, c'était peut-être pas pour du plaisir sexuel nécessairement. Je sais pas que ça l'était pas, c'est pour ça que je pose la question. Oui, mais c'est intéressant. Et pas pour le sexe. Il y a plusieurs besoins, tu sais, que ça soit affectif, combler la solitude, un vide intérieur, un malaise, tu sais, l'estime de soi. Tu sais, il y a tellement de choses qui peuvent être comblées à travers la sexualité parce que ça devient un moyen pour combler différents besoins. Mais c'est ça, c'est aussi de voir, ben qu'est-ce que moi je vais combler là-dedans pour pouvoir se recentrer aussi sur, ben c'est-tu vraiment ça que j'ai envie de cette manière-là, ou en ce moment je suis en train de comme compenser, éviter des choses. Donc c'est vraiment aussi d'avoir cette réflexion personnelle, de se demander, ben là en ce moment ce que je suis en train de faire ou la manière que je vais m'exposer, est-ce que ça répond ça répond à quel besoin, puis est-ce que c'est une compensation ou un évitement de quelque chose d'autre que je veux pas regarder? Ben moi, j'ai l'impression que c'est assez courant dans ma génération principalement, tu sais, pour en parler avec des amis, pour avoir déjà eu des discussions par rapport à ce sujet-là aussi, par rapport à la sexualité dans mon podcast. Ça revient quand même souvent, ça, comme discours, tu sais, d'aller chercher... d'avoir utilisé la sexualité plus jeune, principalement dans la vingtaine et tout ça, pour justement assouvir quelque chose au niveau de notre estime, par rapport à justement le regard de l'autre. Mon Dieu, tu me fais sentir désirable, aller chercher la valorisation finalement externe, pour finalement réaliser avec une évolution, peut-être en gagnant justement en apprenant à se connaître davantage, en gagnant en conscience ou whatever, en gagnant une estime de soi, d'avoir réalisé que ça a été un outil finalement
pour aller chercher ça. Puis même, je trouve ça intéressant, tu sais, de se poser des questions par rapport à ça. Est-ce que je fuis quelque chose à travers la sexualité? Parce que c'est un peu comme, j'imagine, l'alcool, la drogue ou peu importe, une autre dépendance, ça peut être utilisé aussi pour comme fuir quelque chose à l'intérieur de nous. Là. Oui, la sexualité peut être dans la même fonction. Toute une question aussi, comme on disait, de voir quelle est cette fameuse fonction. Puis à ce moment-là aussi, le danger, c'est que pour certaines personnes, ça va être une période, puis ça va être très bien, puis il n'y a pas nécessairement de négatif. Puis pour d'autres personnes, bien évidemment, ça peut créer des micro-blessures. C'est parce que comme même on parle aujourd'hui avec les applications de rencontres, il y a quand même un risque dans cette consommation-là de se blesser au niveau de l'ego aussi, en fait. Donc, de sentir rejeté, le ghosting, breadcrumbing, toutes ces techniques-là que les gens peuvent utiliser aujourd'hui, à un bout de clic, à un bout du doigt, ça peut quand même éventuellement créer des blessures. Donc, c'est quand même à considérer, mettons. Oui, puis des blessures, mais on parle aussi d'être désillusionné, un peu blasé, autant de l'amour, du couple, de la sexualité, tout ça à travers les applications. Parce que quand tu parles des micro-blessures, c'est que d'une fois à l'autre, ben nécessairement, je vais pas me laisser blesser tout le temps. Là. Je vais me construire une protection, une carapace qui va nécessairement faire en sorte qu'après ça, ça va teinter ma manière que je vais me présenter aux autres. Tu sais, ça va teinter la façon dont je vais entrer en relation, autant au niveau sexuel que juste tout relationnel. Là. Donc, ça a beaucoup d'effets aussi sur les relations interpersonnelles, le fait de banaliser comme ça la sexualité. Ben c'est comme si là, on a accès, encore une fois, à beaucoup d'informations par rapport au couple. Oh, regarde, eux, ils font, tu sais, X nombre de fois, c'est par semaine. Fait que vient un peu l'aspect, en cas de la comparaison qui peut justement venir mettre une certaine pression. Fait que, tu sais, des fois, c'est le fun d'avoir accès à de l'information, mais c'est comme de doser, de comprendre qu'il y a le revers un peu de la médaille aussi avec ça, pour pas rentrer dans des pratiques où on serait même pas à l'aise, ou tu sais, d'avoir l'impression que justement, pour être désirable, cochonne, whatever, tu sais, c'est comme il faudrait justement remplir certains critères, comme il y a une liste à cocher un peu, tu sais, de standards par rapport à une sexualité comme épanouie, tu sais. Je pense entre autres à comme la fréquence, j'imagine, c'est un sujet qui revient souvent, ça, là. On dirait que c'est tellement, mais tu sais, on veut savoir la normalité. On a tout le temps l'impression de ne pas être normal avec la sexualité, j'ai l'impression. Ça revient souvent, j'imagine. Oui, ça revient souvent, mais c'est parce qu'il y a un manque d'éducation aussi. Donc, on est à la recherche pour se cadrer nous-mêmes, en fait. Puis, c'est des choses qu'on parle peut-être plus aujourd'hui, mais qu'on parlait peu avant, ou qu'on parle, comme je disais tantôt, dans la pornographie. Donc, il y a un aspect très de performance. C'est est-ce que je vais avoir une érection? Est-ce que ça va durer 10 minutes? Est-ce que je le fais 2 fois par semaine? Tu sais, fait que c'est beaucoup des trucs qui sont dans la performance. Mais une sexualité épanouie, ça rime pas avec performance. Là. C'est complètement autre chose. C'est ça. Fait que ça serait de laisser tomber un petit peu justement tous ces standards-là, là, ça peut dire, parce que j'imagine ça fait que mettre un poids finalement sur le désir, la libido, puis tout. Puis c'est là que ça peut faire en sorte que justement on a moins envie comme de s'ouvrir à l'intimité parce que c'est compliqué. C'est overwhelming. Par rapport à l'hypersexualisation, j'avais un sujet un peu touché que je voulais amener parce que justement, là, j'en comprends que on a clairement objectifié la femme, qu'on a utilisé la sexualité, le corps de la femme pour vendre. Et j'ai le sentiment que certaines femmes en ce moment participent à ce mouvement-là. Puis moi-même, j'ai eu un OnlyFans durant comme 1 mois, tu sais, parce que j'étais dans justement cette reprise de pouvoir-là, à savoir est-ce que la seule raison pourquoi je le fais pas, c'est en raison que j'ai peur du jugement, tu sais. Fait que je me suis dit je vais aller l'explorer, puis finalement, il a fallu que j'aille là pour réaliser que c'était pas pour moi, mais il y a des commentaires un petit peu que j'avais reçus par rapport à ça tu fais reculer la cause de la femme, entre autres, tu collabores justement au fait que la femme est objectifiée et tout ça. Je sais que c'est touché comme question, mais... C'est ça, il y a beaucoup de nuances là-dedans. Tu sais, il n'y a rien qui est bien ou mal, comme tu disais plus tôt. C'est que c'est de voir... je le fais pourquoi présentement? Pour qui? Pourquoi? C'est quoi mon contexte? Qu'est-ce que moi, je vais chercher là-dedans? Puis là, déjà là, ça ramène un peu le... Tu sais, il y a beaucoup de nuances là-dedans. Tu sais, c'est pas... Il n'y a rien qui est bien ou mal, comme tu disais plus tôt. C'est que c'est de voir... je le fais pourquoi présentement? Pour qui? Pourquoi? C'est quoi mon contexte? Qu'est-ce que moi, je vais chercher là-dedans? Puis là, déjà là, ça ramène un peu
le focus sur soi puis sur ses propres besoins. Tu sais, il y en a qui n'auront pas besoin d'ouvrir un compte OnlyFans pour savoir que c'est pas ce qu'ils veulent. Puis, ben toi, tu as eu besoin d'y aller pour faire comme « Ah, tu sais quoi? Finalement, ça me correspond pas. Parfait, il n'y a pas de problème. Dans le fond, c'est t'arrives à la conclusion de qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas. Je pense que ça, c'est vraiment un élément important parce que quand on parle de reprise de pouvoir, la manière dont ça va se faire peut tellement varier. Il y a des femmes que, justement, pour eux autres, parce qu'ils ont pour plein de raisons dans leur vécu, leur expérience, ben avoir se montrer dans leur sexualité va être une manière de reprendre le pouvoir. Puis comme on disait tantôt, peut-être pas toute leur vie, ça peut évoluer. Alors que pour d'autres, ça va être l'inverse. Ils vont avoir le sentiment que pour les femmes, pour elles-mêmes, pour leurs valeurs, ça va passer par même des fois ne plus avoir de sexualité ou, tu sais, vraiment être dans, ben moi, j'ai pas envie d'exhiber mon corps et tout ça. Donc, c'est là où ça appartient à chacune. Puis oui, bon, c'est sûr qu'il peut y avoir les gens qui vont parler plus ouvertement de eux, ils vont juger que c'est bien ou que c'est mal ou tout ça. Ouais. Mais je pense qu'en se ramenant à personnellement, pourquoi je le fais, pour qui, puis ça m'apporte quoi, bien déjà là, on a une première comme ligne directrice pour s'orienter un peu. Oui. Mais je trouve ça intéressant, justement, la notion que tu amènes, parce que moi, j'ai toujours eu beaucoup de misère avec la notion du mal et du bien. Là. Il y a quelque chose que je trouve castrant, là, je sais pas, ou de vouloir catégoriser, justement, tu sais, OK, comment on devrait agir, ça, c'est le mal. C'est un discours, j'imagine, qui vient beaucoup de la religion. C'est ça. Puis là, on tente de se libérer de ça en voulant dire que il n'y a pas rien de bien ou de mal, mais chaque action qu'on fait, c'est à se ramener à soi, dans le fond. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que moi, faire telle action, pour moi, c'est mal parce que ça ne serait pas dans le respect de moi, mais c'est très personnel, ça, et non pas sociétal. Voici la liste de ce qui est bien et de ce qui est mal. Oui, c'est ça. Puis là, on se ramène, tu sais, au niveau de la sexualité, tout ça, là, on comprend que dans le bien puis dans le mal, du moment où ça devient au détriment de quelqu'un, là, on touche plus à la même chose. On peut pas juste se dire, ben pour moi, c'est correct, fait que tant pis si ça te crée du mal puis ça te blesse à un point tel, là, on peut pas ignorer non plus l'impact de nos gestes, là. C'est plus de le ramener par rapport à soi-même, puis un même comportement, pour certains, peut être dans la reprise de pouvoir, puis pour d'autres, l'inverse complètement. Oui, je comprends tout à fait, c'est ça, d'avoir évidemment, dans la notion de consentement et tout ça, puis de pas chercher à avoir des intentions malveillantes envers les autres, mais tu sais, c'est quand même de faire des choix personnels parce que, tu sais, moi, c'est ça, je me questionnais par rapport à OnlyFans, parce que je me dis, c'est un choix personnel, mais en même temps, bon, j'ai une petite audience, je me dis, est-ce que il y a tout le temps la notion un petit peu de responsabilité sociale, à savoir ce que je fais, est-ce que ça a un impact positif, tu sais, chez les autres. Fait que c'était des questionnements un petit peu que je me posais. Puis je suis amie avec des gens qui font justement OnlyFans, sont confrontés beaucoup à ça. Tu sais, en fait, sont confrontés, point. Tu sais, les gens les confrontent vraiment ouvertement par rapport à leur choix, tu sais. C'est là qu'on rentre dans le slut-shaming aussi. Qui est comme, en fait, quand une femme est trop sexuelle, entre guillemets, elle va être humiliée, elle va être vue comme étant moins bonne ou salie, t'sais. Donc, il y a encore... ça, c'est une répercussion quand même du cadre sociétal, moral et religieux d'une certaine époque qui nous suit encore à un certain point. Et donc, des fois, c'est confrontant aussi pour la personne qui va peut-être être moins sexuelle de voir « Ah, ben moi, je ferais pas ça, donc je vais le juger de cette façon-là parce que la sexualité n'a pas la même couleur pour elle, tu sais. » Mais j'ai l'impression que les gens jugent davantage le fait qu'une femme consciemment fait le choix de elle-même s'hypersexualiser pour différentes raisons, pour l'argent, whatever, versus les médias, la société qui nous a hypersexualisés. Ça passe un peu, tu sais, on n'est pas frustré de ça, versus quand c'est une femme qui choisit elle-même de se positionner là-dedans, tu sais, pour différentes raisons. Mais là, c'est comme vraiment, ça semble vraiment confrontant. Oui, mais c'est là où c'est comme si les gens font peut-être pas le lien entre les deux. Tu sais, on parlait du fait que l'hypersexualisation amène une espèce de cadre, crée des stéréotypes plus rigides, des attentes, tout ça. Mais ça, veut pas, avec le temps,
extériorise, on internalise un peu tout ça. Plus chez certaines personnes, moins chez d'autres. Si je fais un travail personnel, peut-être que je vais être capable de faire un peu de ménage à l'intérieur de moi pour dire, ben ça, je pense pas que ça vient de moi, c'est la société, ça me correspond pas. Donc ça aussi, ça, c'est un travail personnel qu'on peut faire. Mais je pense que c'est là où ce lien-là se fait pas. On va venir juger la femme qui va le faire, mais on jugera peut-être pas, on remettra pas en perspective nécessairement, mais l'espèce de cadre sociétal qui a peut-être influencé cette femme-là ou les femmes en général à le faire, tu sais. Ben, ça, c'est un sujet intéressant parce qu'on est quand même dans une ère où ce que OnlyFans n'a jamais été aussi populaire. Donc, on pourrait clairement faire une corrélation entre les images et tout qu'on a reçues. Tu sais, exemple, dans la génération, les années 90, avec justement Britney Spears, Christina Aguilera et tout ça. Les influences qu'on a eues par rapport à la perception de c'est quoi une femme qui a de la valeur, qui a du pouvoir, puis que justement... Une femme désirable, dans la pornographie, tout ça, on s'entend là, que l'accessibilité à la pornographie, c'est immense. Fait que c'est sûr que ça l'influence aussi, tu sais. Mais, tu sais, là, on parle de OnlyFans, mais après ça, comme... Je reviens un petit peu à ce qu'on se disait sur, ben, il y en a probablement des femmes sur OnlyFans qui le font parce que ils sont prises dans ce carcan d'hypersexualisation, puis il y en a d'autres qui vont le faire où c'est vraiment pour elles une reprise de pouvoir ou un choix où, tu sais, c'est comme une... Moi, j'assume, je choisis de me positionner comme ça, mais dans ce moment précis-là... Ben, il y en a qui sont comme presque moins victimes parce qu'ils disent, t'sais, on utilise notre corps pour vendre, donc tant qu'à ça, moi, je veux l'utiliser pour moi. C'est moi qui va faire l'argent. Exact, donc, c'est ça. Des fois, il y a un peu cette perception-là aussi. Une forme de rébellion, un peu de comme, c'est ça, je reprends mon pouvoir. Bon, le sujet tant entendu que je voulais parler par rapport au fait d'exhiber son corps sur les réseaux sociaux, je pense aussi qu'on est quand même dans une ère où le corps de la femme est beaucoup affiché, que plusieurs femmes prennent la décision de s'afficher elles-mêmes, d'afficher leur corps, d'afficher une certaine sensualité et tout ça. Moi, c'est quelque chose que je fais, tu sais, parfois, puis que je remarque justement qu'il y a des questionnements qui sont soulevés par rapport à ça. Justement, les gens, en fait, osent me questionner par rapport au, tu sais, c'est quoi tes intentions, qu'est-ce que tu vas rechercher, puis le jugement, souvent, c'est justement... t'as donc bien besoin d'attention, comme si c'était la seule intention qu'il pourrait avoir derrière ça. T'sais. Fait que je serais curieuse d'entendre votre avis par rapport à ça, par rapport au choix de montrer son corps ou non. Je trouve que c'était bon ce que tu as dit. Vas-y. En fait, tu sais, c'est parce que là, il y a beaucoup d'éléments qui me venaient en tête en même temps. Là. Je sais, là, c'est une question large. Là. Je suis très large dans mes questions. Exactement, parce que là, tu sais, on parle d'intention derrière, tout ça, puis encore une fois, cette réponse-là, il n'y a que toi qui peux savoir c'est quoi l'intention aussi quand tu le fais. Je pense que les gens qui vont venir questionner, juger, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont leur propre jugement face à ça, puis ils vont venir comme interpréter ou mettre une étiquette d'intention pour voir ce qu'il y en est, parce qu'eux ne feraient pas nécessairement ce choix-là. Donc, c'est là aussi où je trouve que c'est difficile de juste comme pouvoir dire, c'est une bonne chose ou pas une bonne chose de venir exhiber son corps. Tu sais, encore là, ça va dépendre de qu'est-ce que je veux montrer, c'est quoi que ça va m'apporter, qu'est-ce que je veux aller chercher à travers ça. Il y a tellement d'éléments qu'on peut pas juste venir dire, oui ou non, c'est bien ou c'est mal, encore une fois, mais le fait qu'il y ait aussi beaucoup de monde qui l'ont fait. Tu sais, dans le fond, je pense que tantôt, on parlait sur l'aspect de dire, ça amène aussi tout un courant aussi de gens qui vont vouloir un peu contrebalancer cette espèce de
d'exposition en disant, ça, c'est pas bien parce que, justement, tu me disais, ça vient contrer, ça recule la cause de la femme, tout ça. Donc, encore une fois, chacun est comme un peu pris dans ses préjugés d'un côté comme de l'autre. Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr que je trouve ça important de se questionner à savoir pourquoi on fait les choses. Tu sais, je trouve que encore une fois, le corps de la femme a été associé justement à la sexualité. Donc, tu sais, moi, dans l'optique où ce que je montre mon corps, j'ai pas l'impression de m'hyper-sexualiser. J'ai pas l'impression que mes photos, ce qui dégage, c'est justement... regardez-moi, je suis en train de vous faire un show, d'être dans une énergie qui est sexuelle. Mais c'est comme si corps, peau est associé à... Je trouve ça important ce que tu dis, en fait, parce que pour moi, il y a une différence, de toute façon, entre une exposition du corps dans sa sensualité ou dans juste son corps de femme, la nudité, et la sexualité. Les deux ne sont pas toujours interreliés. Je veux dire, des fois, je vois des photos de photographes que je vais suivre sur Instagram. C'est pas nécessairement sexuel, mais il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose d'artistique même derrière. Exactement, c'est ça. Puis il y a aussi l'idée où, là, moi, ce qui me questionne, c'est que les réseaux sociaux sont un peu faits aussi pour exposer des parts de notre vie. Donc, il y a des personnes qui sont à l'aise de montrer un peu plus. Ça veut pas dire que c'est mal, parce que je veux dire, à la base, c'est ça, les réseaux sociaux. Donc... C'est vrai. Il y a une exposition. C'est une exposition, puis c'est nous qui choisissons, c'est ça, ce qu'on a... Puis il y a des balises, de toute façon. Tu peux pas te mettre tout nu. En tout cas, à moins que les règles ont changé il y a pas longtemps. Sur Instagram, il y avait quand même une certaine pudeur. On pouvait pas voir les seins jusqu'à récemment aussi, donc... Mais je trouve ça le fun que tu l'amènes, parce que moi, c'est beaucoup ça. C'est ça ma perception, c'est que... C'est ça qui me dérange de recevoir des commentaires comme ça, quand justement j'ai l'impression d'afficher plus quelque chose d'artistique, de partager une émotion ou... de faire vivre quelque chose à quelqu'un, je sais pas, on dirait, je suis tellement pas dans une énergie sexuelle, mais c'est comme ça que c'est perçu. Fait que des fois, je me pose des questions, je suis comme... C'est ça, on a comme associé les deux ensemble. Exactement, c'est que nudité égale sexualité. Donc, du moment où il y a un corps qui est montré, bien nécessairement, c'est parce qu'il y a une intention sexuelle derrière ça. Alors que c'est pas nécessairement le cas. Ça n'a pas toujours été ça dans l'histoire non plus, là. Exact. Donc, fait qu'il y a d'autres intentions qui peuvent pousser les gens à ça, là, tu sais, dans le sens que c'est ça, c'est de sortir un petit peu peut-être de ces idées préconçues, puis c'est correct de penser comme ça, mais c'est pas l'unique motivation des gens qui s'affichent d'aller chercher une certaine valorisation ou de se montrer justement dans une hypersexualité, là, tu sais, ça peut être ultra varié les intentions derrière. Bien, je pense qu'il y a quand même une certaine valorisation ou validation, du moins, parce que ça soit habillé ou nu ou à moitié habillé, nécessairement, si tu t'exposes, tu le dis, les réseaux sociaux, c'est de s'exposer. Fait que même si c'est une photo d'une petite famille aux pommes, ben tu t'es quand même exposé sur les réseaux pour aller chercher quelque chose. Non, c'est pas dans une optique sexuelle, mais il y a une valorisation quand même qui est là. Fait que c'est juste que là, le thème est différent aussi, puis chacun a sa propre pudeur, puis ce qu'il veut garder ou pas, ou ce qu'il est prêt à exposer, mais ça veut pas nécessairement dire pour autant que la personne elle tombe dans l'hypersexualisation ou qu'elle est prête à coucher avec tout le monde pour autant. Ça, il y a une nuance importante que tu apportes. Puis même, je reviendrai, il y a quelques instants, je parlais de la poitrine, c'est parce que, en fait, elle était masquée parce qu'elle est sexualisée, mais ça n'a pas nécessairement besoin de l'être jusqu'à un certain point. Une femme va être sans maillot à la plage, elle va être vue comme sexuelle, l'homme non. Fait il y a aussi la conceptualisation de ce que c'est la sexualité et de ce qui est érotique. Tellement. Puis, tu sais, une petite nuance que je voulais amener aussi par rapport à justement le fait d'afficher son corps sur les réseaux, ce que je remarque, c'est qu'il y a une femme qui va être davantage dans les standards justement de beauté versus une qui va peut-être plus être dans la diversité corporelle. Elle va pas recevoir pendant tout le même genre de commentaires. Tu nous en parlais un petit peu off-cam.
Puis je trouve ça très touché comme sujet, mais je pense que c'est quand même important d'en parler parce que, justement, étant peut-être plus catégorisé dans les standards, c'est comme j'ai l'impression que je vais être jugée plus sévèrement. Ah ben oui, on le sait, tu as besoin d'attention, puis que ci, puis que ça, puis qu'une femme qui est plus ronde, par exemple, va peut-être porter exactement la même chose que moi, mais va être quasiment félicitée, là, justement. Puis on parlait un petit peu tantôt de même, « Wow, tu es courageuse de te montrer. » C'est spécial. Oui, c'est parce que justement, quand on parlait d'hypersexualisation, c'est qu'il y a aussi un modèle prédominant qui est présenté. Si on pense dans les années 90, à quoi ressemblait justement ce qu'on voyait dans les vidéoclips, c'était toujours un peu similaire. Il y avait un modèle valable, on va dire, qui était recopié-collé. Donc, on dirait que quand on s'éloigne de ce modèle-là aujourd'hui encore, ben là, oups, c'est peut-être plus sexualisé. C'est comme, ah, wow, tu exhibes ton corps, tu es courageux. Justement, il y a comme quelque chose de différent qui va plus comme dans les valeurs, justement, tu sais, qui sont pas sexuelles. Comme si qu'une femme plus ronde serait moins... a été moins sexualisée, dans le fond, à travers les médias. Donc, on l'associe moins à ça. Mais justement, une femme qui serait plus dans les standards, on l'associe. Oui, exact. Puis j'avais juste envie d'ajouter aussi la femme ronde, parce que je vois souvent deux types de commentaires, soit cette félicitation ou ce jugement trop sévère que je peux pas penser que des gens se permettent de dire derrière leur clavier, là. Donc, il y a comme aussi un jugement pour certaines personnes, tu corresponds pas à ce modèle hypersexualisé, puis des fois, c'est l'inverse. Donc, oui, tu corresponds pas, donc tu devrais pas t'exposer. Exact. Ou, puis même chose, si tu corresponds, tu devrais pas t'exposer. Tu corresponds pas, tu devrais pas. Là, ça va des deux côtés pour des raisons différentes. Ou encore, ben, t'es courageuse de t'exposer si tu corresponds pas aux standards. Là aussi, tu sais, fait que pour une même photo, au final, ben on aurait toutes sortes on pourrait avoir toutes les gammes de commentaires et de jugements. Parce que si tu corresponds pas, tu dois pas. Ou au contraire, t'es courageuse. Si tu corresponds, tu dois pas. Ou bien, là, t'es très désirable, puis là, ben là, tu tombes dans le standard. Fait que c'est sûr que du moment où la personne correspond au stéréotype, ben là, c'est ce qui a été associé à la désirabilité. Donc, c'est comme si les autres, tout ce qui est la diversité corporelle, finalement, qui est pas ça, ben devient moins désirable, même si on tente avec tout ce qui est diversité corporelle d'inclure le fait que ben tout ce qui est érotique, sensuel, sexuel, désirable a pas nécessairement de forme, si on veut, là, que ça peut... Ben c'est ça. Je trouve ça intéressant parce que c'est un peu... Moi, je suis quelqu'un qui se questionne beaucoup par rapport à l'impact de ce que je fais, tu sais, puis je me disais, est-ce que, justement, bon, étant plus dans les standards, justement, je suis en train d'alimenter un mouvement auquel je ne veux pas participer en disant, ah, tu sais, ben moi, justement, je suis dans les standards, fait que je suis à l'aise de le faire parce que je suis dans les standards. En tout cas, tu sais, des fois, tu peux tellement aller loin, tu sais, par rapport à ce questionnement-là. Mais c'est tellement pas ce que je veux envoyer comme message, mais c'est juste je ne peux pas m'empêcher non plus de m'afficher parce que je suis dans les standards, donc j'aurais juste le droit si je suis plus ronde. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, on peut pas non plus s'empêcher de faire les choses par peur de comment que les autres vont percevoir, mais... Mais en même temps, juste le fait d'avoir la réflexion, ça revient à ce qu'on se disait sur, ben pour toi, c'est quoi... tu sais, pourquoi tu le fais, pour qui, puis c'est quoi que tu vas chercher, c'est quoi le besoin. Donc là, tu peux te dire, ben OK, celle-là, cette fois-ci, peut-être que là, je le ferai pas. Parce que, pour toutes sortes de raisons. Puis le lendemain, ben regarde, celle-là, je vais la montrer parce que je trouve que ça apporte peu importe quoi, mais tu vas aller chercher quelque chose de différent ou tu sens que là, tu es peut-être moins dans une recherche de valorisation, de validation. Donc, ça peut varier aussi, là. Oui, puis de se garder des photos puis des moments pour soi aussi. Mais je trouve ça bon, tu sais, que ce que tu as dit de... Comme quoi, ben il y a une raison pourquoi on publie quelque chose au final. Puis je trouve que des fois, on se met un petit peu à nous dire « Ah non, j'ai pas besoin d'une valorisation. » Mais c'est vrai que c'est tellement inconscient des fois de quelle autre raison ça pourrait être, tu sais, dans le sens, tu sais, on veut quand même... On veut une réponse, tu sais, on veut... On partage on quelque veut une chose réponse. de nous. On veut... Exactement. Tu sais, partager pour que ça tu sais, que les gens répondent à quelque chose. On veut susciter une certaine réaction à quelque part.
Fait que c'est vrai que c'est bien de le conscientiser, là, tu sais. Même si c'est pas juste au niveau sexuel, à tous les niveaux, là, tu sais, sur les réseaux, c'est quand même une certaine forme de recherche, de validation, plutôt de réaction, de rentrer en contact avec des gens puis voir qu'est-ce qu'ils pensent de les messages qu'on promouvoit, là, de ce qu'on montre, là. Exactement. C'est juste que quand on touche à la sensualité, à l'érotisme, à la sexualité, ben là, c'est sûr, ça polarise un petit peu plus aussi. Puis quand tu dis, ben une recherche d'attention et tout, ben même si des fois, c'était ça. Ouais. C'est-tu si mal? C'est un peu ça aussi. C'est là, après ça, comme tu dis, ben je pense que toi, tu te questionnes sur, ben là, c'est quoi l'impact, c'est quoi ma responsabilité? Bon, là, tu sais, j'ai un micro, j'ai un balado, tout ça, est-ce que ça change quelque chose? Ben là, je pense que ça vient jouer sur, ben la reprise de pouvoir, comment que ça peut évoluer, comment la manière de le faire va évoluer dans le temps en fonction de où est-ce que je suis rendue dans ma vie, tu sais. Tout à fait, puis il y avait une autre nuance un élément que je voulais amener par rapport justement aux photos qu'on exhibe, notre corps et tout. Je trouve, de ce que je remarque en tout cas, c'est entre femmes qu'on est le plus dur, tu sais, envers nous-mêmes justement. Tu sais, je pense entre autres à justement une amie qui est Chloé Fit Gamer, qui elle s'affiche beaucoup à travers ses réseaux, tu sais, puis elle a un OnlyFans, puis je sais que tu sais c'est beaucoup plus des femmes qu'elle reçoit, tu sais, des commentaires justement de comme par rapport à ça manque de classe ou tu sais, c'est comme un petit peu des j'imagine des préjugés dans la fonction. Donc une femme avec de la classe, c'est quoi pour toi là, versus parce qu'elle est habillée plus avec une robe plus sexy, ça manque de classe ou fait que tu sais, je trouve ça spécial que en tant que femme, des fois inconsciemment on cultive un peu cette oppression là. C'est comme on l'a internalisé, fait qu'on on cultive ce mouvement là, si je peux dire, entre nous. Probablement, j'imagine, parce qu'on a presque une part de nous, donc quand on est confronté à ça, ça nous challenge. Oui. Puis c'est comme de toujours trouver son rôle, tu sais, entre, justement, sexo, il y a un concept qui s'appelle madone, anti-madone. Donc, entre l'aspect, justement, nutrient, doux, un peu plus comme maternel, et le côté, justement, plus sexuel, assumé. Tout le monde a comme un petit peu son milieu à trouver entre ces rôles-là. Puis je pense que des fois, de voir quelqu'un qui n'a pas nécessairement les mêmes, soit valeurs ou apparences, ou qui n'est pas à la même place sur le spectre que soi, je pense que des fois, justement, ça vient confronter. Puis les gens se permettent ce type de commentaires parce qu'il y a une intégration, comme tu disais, un peu inconsciente. Donc, quand quelqu'un n'est pas tout à fait comme moi, ça se peut que ça vienne me confronter et je me permets d'y réagir. T'sais. Oui, puis ça me confronte parce que soit que je suis... ça me correspond et là, je tombe peut-être un peu dans la compétition ou que ça me confronte parce que c'est vraiment trop loin de ce que je suis puis là, ça correspond pas à mes valeurs puis à ce que l'idéal que je me fais, par exemple, de la femme, tu sais. Donc, je pense que dans les deux cas, ça peut venir toucher les femmes puis c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a autant de commentaires négatifs puis, tu sais, il y a aussi le fait que je pense... Tu sais, admettons, c'est les hommes, ben c'est sûr que si la femme est très désirable, ben tu sais, il y en a plusieurs qui vont juste être comme dans leur désirabilité ou leur tu sais, ils vont la désirer, puis ils vont être dans l'excitation. Fait que, tu sais, il y a pas vraiment... Ils iront peut-être moins... juger jusqu'au moment où ça va les affecter peut-être, se sentir soit rejetés ou pas considérés ou sentent qu'ils n'auront pas accès à une femme comme celle-là ou tu sais, ça peut venir jouer dans l'ego. Là, peut-être que ça arrive que il va peut-être avoir plus de jugement à ce moment-là, tu sais, mais... fait que je pense que ça aussi, ça peut faire en sorte qu'il y a peut-être des fois plus de commentaires de femmes que d'hommes qui vont venir juger. Mais je trouve ça intéressant aussi par rapport à la perception de l'homme par rapport à justement cette femme-là qui serait plus assumée, qui en parlerait ouvertement. Tu sais, moi, whatever, tu sais, j'ai eu plusieurs aventures, puis qui est à l'aise d'en parler. Est-ce que... Je sais pas si vous êtes en mesure de répondre, mais tu sais, par rapport justement à la perception de l'homme vis-à-vis cette femme-là qui s'affiche, tu sais, plus assumée par rapport à sa sexualité.
Ben, on dit que souvent, les femmes qui s'assument dans leur sexualité font peur. Ouais. Hein, c'est pas pour rien que c'est souvent le plaisir de la femme qui est mis de côté, qu'on veut essayer de faire taire et tout ça, parce qu'on veut contrôler, parce qu'il y a une femme qui s'assume, qui est bien, pas qui est prête à aller chercher son plaisir, à prendre les moyens pour vraiment pas juste être dans... je me sens désirable aux yeux de l'autre ou j'acquiers mon plaisir grâce à l'autre, mais plutôt moi, on est encore dans la reprise de pouvoir, la prise en charge. Je vais chercher ce qui me convient. Bien, ça peut faire peur, effectivement. Donc, ça démontre une certaine indépendance, une certaine autonomie qui, j'imagine, peut challenger. Oui, puis comme je reprends ce fameux complexe madone-anti-madone, mais des fois, les hommes vont les mettre dans deux côtés différents. Il va y avoir la femme avec qui je peux coucher, mais que je ne ferai pas d'enfant. Puis il y a celle que j'ai des enfants, mais que j'ai de la difficulté à désirer. Donc, eux aussi peuvent vivre un certain malaise à un certain point dans leur vie, justement, par rapport à ce clivage, des fois, des rôles d'une femme. C'est comme s'il y a des étiquettes un peu, tu sais, c'est comme si on peut pas embrasser notre pleine, c'est quoi le terme, multidimensionnalité, là, tu sais, il n'a pas été facile à dire, mais, tu sais, c'est ça, je veux dire, de autant à pouvoir être une femme, tu sais, dans sa féminité, douceur, sensualité, dans le caring ou whatever, mais aussi d'avoir une autre sphère de ma personnalité qui peut être plus dans la sexualité, puis dans le désir, c'est ça, plus... assumé. Ouais, c'est ça. Oui. C'est un gros travail, je pense, social de déconditionnement, puis d'essayer de sortir des boîtes, là, parce que c'est pas uniquement dans la sexualité. Moi, des boîtes, j'en vois un peu partout, là. Je suis comme dans beaucoup de conditionnement, de rigidité. C'est tout le temps, OK, ben c'est comme si ça nous rassure de mettre des gens un petit peu dans des cases pour être capable de se faire une vision, mais en même temps, c'est tellement en constante évolution, tu sais, une sexualité, là. Fait que... il y avait l'aspect du body count un peu que je voulais parler, puis ou la différence entre l'homme et la femme. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des tabous, des stéréotypes, justement, par rapport à... Est-ce qu'une femme et un homme qui a le même body count, exemple, va être reçu de la même façon? J'ai des doutes. Moi aussi. Ben, je pense déjà que c'est une question personnelle. Tout le monde a le droit à son opinion là-dessus, puis d'aller chercher quelqu'un qui est similaire à ses valeurs, je pense que ça peut être très important. Mais où j'ai un enjeu, c'est quand on va voir le body count d'une femme et d'un homme comme deux choses différentes. Mettons que l'homme a eu, je sais pas, 40 partenaires. C'est presque cool, jusqu'à un certain point. C'est bien vu, c'est même un peu comme viril, là, j'oserais dire. Et puis de l'autre côté, si la même personne, a 40 partenaires, ben là, évidemment, dans certains cas, elle va être vue comme une femme de petite vertu. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais elle est un peu salie. Donc, on entend encore ça des fois aujourd'hui, là. C'est pas passé ce clivage-là ou cette division, en fait, des perceptions par rapport à un homme ou une femme. Effectivement, puis c'est vraiment la notion de est-ce que j'autorise à l'autre la même chose que je vais m'autoriser? Je pense que c'est beaucoup ça. Est-ce que moi, si je juge l'autre personne pour la quantité de partenaires, je vais me regarder puis je vais me demander est-ce que, moi, de mon côté, est-ce que j'émets le même jugement? Comment je peux demander à l'autre de s'être préservé et moi, d'avoir exploré avec plusieurs personnes? Il y a un non-sens là, ici. Là. Trouvez-vous il y a comme un peu une mode, là, un trend autour du body count? Est-ce que vous trouvez que c'est un sujet qu'on parle trop? On est-tu en train d'accorder une importance j'ai trop grande l'impression importance? Avant, on n'entendait pas parler de ça. Là. Mais il y a comme un trend qui a été lancé par un podcast, je pense, en particulier, puis qu'il y en a plusieurs qui l'ont repris, là. Tu sais, c'est le genre de... On est bien curieux de savoir telle personnalité du web qu'on met avec combien de personnes qu'elle a couché, mais c'est comme si on a marketé un peu ça va exactement dans ce qu'on parle de banalisation puis d'hypersexualisation. Du moment où on prend quelque chose, là, c'est quelque chose de sexuel, mais on en fait quelque chose pour de consommation dans le fait quand on parle de marketing, tout ça, même si c'est pas un produit comme tel, on l'utilise pour vendre, pour faire parler de notre podcast, pour aller chercher des followers, tout ça. Donc, c'est utilisé, ça va dans le même ordre d'idée, là. Ouais.
le body count, le dating, tu sais, tout ce qui est... en tout cas, j'ai un peu des noms de podcasts en tête. Tu sais, comme un peu le gossip, justement, de savoir l'intimité des personnalités, tu sais, qu'on suit sur les réseaux. Il y a comme une forme un peu de voyeurisme, on dirait, à travers ça, qu'on a comme... Mais j'imagine, encore une fois, pourquoi qu'on est si curieux de savoir ça? C'est-tu parce qu'on a un désir de savoir si nous, on est de normalisation. Ça revient beaucoup là. Exact. Puis c'est drôle, ça me ramène, tu sais, tantôt quand on parlait de l'histoire, puis tu parlais de Kinsey, puis tout ça, où est-ce qu'ils ont fait les premières, tu sais, c'était vraiment les premières recherches, puis plus exhaustives, puis tout ça, où est-ce qu'on avait vraiment, pour la première fois, un aperçu de qu'est-ce qui se passait dans l'intimité sexuelle des gens. Bien, ça ramène un petit peu à ça, de dire, OK, ben là, maintenant, je peux me situer, je peux me cadrer là-dedans. Donc, quand je veux aller voir, encore aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans l'intimité sexuelle des gens, ça se passe comment? Bien, c'est parce qu'à quelque part, je souhaite essayer de me comparer, tu sais, de me normaliser dans ça. Oui. Mais ça sort du corps, mais à quel point c'est sain, la comparaison? Tu sais, dans le sens, pourquoi avoir besoin des autres pour qualifier si c'est bien ce que je fais, ce que je pense? Tu sais, il y a comme... C'est un manque de confiance en son propre intuition, en son propre jugement, quelque part, de devoir se comparer. Je sais pas, moi, on dirait que il y a quelque chose que je vois un petit peu peut-être en lien avec l'école, tu sais, avec notre système éducatif qui nous a conditionnés, veut pas, à être comparé avec les autres, avec la moyenne, tu sais, voici la normalité. Oui. Puis tout, puis on a une peur probablement aussi inconsciente de sortir de la masse. À quelque part, on veut pas être rejeté, on veut pas être jugé, exactement. On veut être, tu sais, avec les autres, un sentiment d'appartenance, mais... Tu as tout à fait raison. Puis en fait, c'est ça, l'idée, c'est de pas tomber dans une comparaison trop grande, parce que d'avoir une certaine curiosité ou de vouloir, tu dirais, est-ce que je suis normale? Je pense que ça fait partie de la nature humaine, mais c'est quand on base notre estime de soi sur la comparaison que là, on est en danger. Tu sais, je dis tout le temps, un verre d'eau, ça doit être 50-60% plein par soi-même, dans l'auto-validation, dans la connexion à soi, puis c'est normal d'avoir un pourcentage qu'on va aller chercher à l'extérieur. On en a besoin d'une certaine manière, mais il faut pas que ce soit ça, parce que ça va être assez vide. OK, c'est intéressant. Fait que c'est tout à fait normal d'avoir ce besoin-là de reconnaissance externe. Oui, pour savoir où est-ce que je me situe à travers ça, mais comme tu viens de le dire, Valérie, c'est vraiment de dire, ben, est-ce que toute mon estime, puis ma valeur et tout ça passe par l'autre, les autres, comment sont les autres, puis comment moi je me positionne. Oui, c'est ça. Si c'est le cas, ben là, c'est sûr que ça sera pas satisfaisant, tu sais, c'est comme... ça va être à recommencer constamment. Un petit peu comme quand on parlait de plaisir instantané, c'est pas satisfaisant. Bien, c'est un peu la même chose. Cette qualité-là, je vais aller la rechercher dans ma capacité à m'auto-valider, à m'auto-valoriser. Puis après ça, bien, je vais pouvoir aller comme continuer à l'agrémenter avec ce que je vais constater chez les autres. C'est ça, mais j'ai l'impression que l'aspect de comparaison, peut-être qu'il y a un danger à travers les réseaux sociaux parce que c'est ce qui est mis de l'avant souvent, tu sais, c'est le parfait, tu sais, finalement. Fait que, tu sais, les aspects qu'on tire de la patte, ça, c'est souvent des éléments qu'on parle moins. Fait que, tu sais, de se comparer à ce que, justement, tout ce qui va bien chez les autres, là, c'est plus challengeant versus peut-être d'avoir des discussions plus intimes avec des amis proches, tu sais, que tu le sais, qui vont être en mesure de se confier aussi, peut-être, si, whatever, tu sais, ils ont des choses qu'ils pensent qui sont pas normales, ou, tu sais, tu vas peut-être avoir accès plus à la vérité avec des gens plus proches que de vouloir te comparer sur les réseaux. Là. Oui, puis ça amène de l'anxiété, les réseaux aussi. C'est cette espèce d'image de performance, elle est pas vraie, là, dans le fond. C'est quelque chose que quelqu'un choisit de mettre de l'avant, puis après, si on se compare avec ça, bien, nécessairement, on se voit inférieur. Donc, c'est là qu'il peut avoir une certaine blessure d'ego aussi. Oui. Puis, tu sais, dans la comparaison, 100%. On parlait du body count, bien, tu sais, j'ai l'impression que c'est une autre manière, finalement, de venir se comparer. Tu sais, de dire, ben ça peut être insécurisant si je suis avec quelqu'un qui a eu beaucoup de partenaires, puis moi, j'en ai pas eu beaucoup. Ben là, comment je perçois ça? Puis là, tout d'un coup, tu sais, on parlait de ce qui était confrontant, tout ça. Donc, est-ce que ça me confronte? Puis c'est pour ça que je suis pas à l'aise, parce que là, je sens qu'il y a une pression, puis que je sens que l'autre va me comparer dans mes compétences sexuelles, par exemple, parce que j'en ai eu moins, ou vice-versa. Fait que j'ai l'impression que ce n'est pas que ça, le body count, mais il peut avoir aussi une notion tu sais, des impacts, ça peut être ça aussi.
Oui, parce que là, on parle du body count dans l'optique où, le jugement autour du body count, élevé ou quoi que ce soit, mais, même, par exemple, pour les hommes, surtout, je pense qu'il y aurait un body count très bas. Versus la femme ou l'autre personne avec qui est en relation. C'est quand même spécial quand tu y penses. C'est ça que les femmes peuvent même avoir un jugement envers un homme qui aurait un body count bas parce que tu aurais l'impression justement qu'il y a moins d'expérience. C'est comme si on associe beaucoup justement la quantité de partenaires à l'expérience. C'est l'expérience, mais peut-être à la compétence. Dans le sens où, c'est nécessairement toutes des expériences que la personne a vécues, mais est-ce que ça fait de cette personne-là quelqu'un qui a une meilleure, je vais dire, compétence sexuelle, pas dans la performance technique, mais plus dans les compétences relationnelles et sexuelles, d'être en relation avec l'autre pendant ce moment-là, à l'écoute de l'autre, capable de faire plaisir, pas juste centré sur ses propres besoins, etc. Oui. Puis, au niveau de la connaissance de soi aussi, j'ai l'impression qu'on pense que j'ai besoin justement d'aller explorer. Si tu ressens ce besoin-là, vraiment, il n'y a pas de problème, mais j'ai l'impression que justement on voit comme la connaissance de soi au niveau sexuel, comme il faut que je vive plusieurs expériences avec plusieurs partenaires, mais c'est possible aussi, l'exploration est possible avec un seul partenaire aussi, puis d'apprendre à se connaître, puis de... c'est ça, je pense que c'est comme... On catégorise un petit peu ça, mais en même temps, les deux est possible. Tout à fait. C'est ça que... J'avais comme ce besoin-là de... C'était mon message de la journée. Je pense qu'il nous reste peut-être max 10 minutes. J'avais noté le sujet de l'accessibilité que je sais que vous vouliez parler. Je sais pas s'il y a d'autres éléments. Puis peut-être que je finirais plus au niveau de la reprise de pouvoir, même si on en a parlé à travers l'épisode. Je sais pas s'il y avait d'autres éléments que vous vouliez partager par rapport à ça. Est-ce que dans l'accessibilité, il y avait d'autres choses que toi tu vois? Juste que, dans le fond, c'est sûr qu'on fait un lien avec la banalisation. Donc, je pense que des fois, les gens, ils vont arriver même dans nos bureaux un peu comme blasés ou blessés par les applications de rencontres, justement parce qu'il y a vraiment une surabondance de choix, comme on le nommait, mais il y a aussi comme une certaine déconnexion. Les gens, ils vont être comme en train de parler avec 5 personnes en même temps. On peut pas se concentrer sur vraiment approfondir une réelle relation avec quelqu'un quand on est à 5 endroits en même temps. Tu ferais pas 5 sports en même temps. Donc, là, c'est ça aussi qui peut créer... Ou du moins, si t'en fais 5, ben tu seras pas nécessairement bon dans les 5, tu sais, dans le sens où... ça va pas closer, tu vas pas te spécialiser puis développer vraiment un lien profond, exact. Fait que c'est ça, le petit lien peut-être entre banalisation, des fois, ou comme suraccessibilité. Je pense qu'elle se traduit aussi parfois dans nos rapports à l'autre, entre autres par l'accessibilité des apps de rencontre. Donc, c'est peut-être aussi de prendre des fois un petit temps un petit peu de recul puis se dire, quand je suis là-dessus, est-ce que j'y suis vraiment entièrement? Puis est-ce que je me donne vraiment l'opportunité? Parce que c'est pas parce qu'il y a un grand choix qu'il y a une réelle possibilité de rencontre et de profondeur. Si nous-mêmes, on n'est pas réellement prêts ou qu'on arrive avec notre blessure ou qu'on arrive avec cette espèce de surconsommation, dans le fond. Tout à fait. Puis en même temps, ce qui est difficile aussi dans ça, c'est que les gens... C'est comme s'il y a l'attente que les gens, de toute façon, elle doit être en train de parler à d'autres mondes ou il doit être en train de parler à d'autres gens. Donc, pourquoi moi, je vais m'investir puis être seulement avec cette personne-là dans mes conversations si l'autre, de toute façon, est ailleurs. Fait qu'il y a ça aussi qui fait que c'est difficile parfois de se dire, regarde, moi, je prends la décision de me connecter à moi, à ce que je veux, à l'autre, à prendre mon temps, mais en même temps, avec tout ce qu'on a parlé des micro-blessures, à un certain moment, comme je disais, je vais pas volontairement me mettre à découvert, là, tu sais, après un certain temps, ça se peut que je me dise, regarde, je vais être aussi prudente, moi aussi, mais là, c'est là où ça joue des tours, parce que ça m'empêche de vraiment venir connecter puis développer quelque chose. J'ai l'impression que mon expérience des applications de rencontres, c'est que ce que je réalise, j'ai eu une amie qui a beaucoup daté à travers des applications, puis il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont comme dans une période où ils savent pas, mais au lieu de dire « je sais pas ce que je veux », ils ont comme une tendance un peu à se mentir probablement à eux-mêmes ou intentionnellement mentir à l'autre. Là. Je sais pas ce que je veux, ça vient aussi, j'ai l'impression, avec cette hyper-accessibilité. Plus j'ai accès à tout, et faire un choix, que ça soit, par rapport
au nombre de personnes sur les applications de rencontres, que ça soit, comme on parlait tantôt, la possibilité au niveau de la sexualité, au niveau, tu sais, de tellement de choses que ça devient difficile après ça de dire, mais moi, je me retrouve où à travers tout ça? Ouais. Mais c'est parce que ça donne une surcharge cognitive. Quand il y a trop de choix, c'est la surabondance du choix. Quand il y a trop de choix, je n'arrive plus à faire un choix. Ça me demande trop de cerveau, si je peux dire. Ouais. Donc, il y a ça aussi. Il y a comme cette limite-là qui fait que des fois, les personnes ne peuvent pas savoir ce qu'ils veulent, si je peux dire. Parce que de dire « je sais pas ce que je veux », c'est peut-être juste parce qu'il y a trop de choix puis ils sont pas capables de faire, on pourrait dire, le deuil du non-choix aussi. Tu sais. De faire le deuil je ne choisis pas. Je vais reprendre les mots de Paul, c'était d'apprendre à renoncer. Parce que quand tu fais un choix, ben tu renonces à d'autres choses. Puis je pense que tu sais, la fameuse peur de l'engagement, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, revient beaucoup parce que c'est comme si on est dans une ère où on veut tout. Puis, tu sais, c'est beaucoup ce qui est glorifié, tu sais, de sky's the limit, puis de, tu sais, à quel point qu'on a, tu sais, du potentiel, parce que je suis tout à fait d'accord, mais, tu sais, on peut pas tout avoir en même temps aussi, tu sais, fait qu'on dirait que de faire un choix, ça implique de dire non à des choses, puis là, ça, on aime moins ça, fait qu'on reste dans une case, une zone grise. Exactement, mais tu sais, on parlait au début d'hypersexualisation, mais là, tu sais, c'est en lien avec la sexualité, sauf que là, tu sais, c'est au-delà de ça. Je sais pas c'est quoi le terme exact, hyper-performance. Je sais pas qu'est-ce qu'on mettrait là-dessus, mais tu sais, ça va au-delà. Je pense que l'hypersexualisation s'inscrit dans cette ère plus globale de accessibilité, puis de pouvoir avoir, vouloir tout parfaitement, être parfait dans tout aussi. Tu sais, c'est comme un peu tout ça. On dirait que je remets un petit peu en question l'aspect de liberté. Tu sais, avant, justement, la religion, il y avait très peu de liberté dans le sens que tu restais... C'était des parents qui décidaient avec qui t'étais, puis c'est comme t'es bien, pas bien, tu restes là. Versus là, dans là où on est, où on a tellement de possibilités, mais j'ai pas le sentiment qu'on est plus libre. C'est pas ce que je ressens. C'est spécial, hein? Puis je me demande, c'est ça, il y a comme trop de liberté d'un sens, donc je pense que la personne, elle n'arrive pas nécessairement à faire son propre cadre. C'était un cadre externe avant, et c'était imposé. Ouais. Là, c'est de déterminer, moi, mon cadre, il est où? Mais on nous a comme pas appris ça. Exact. On nous a peut-être pas suffisamment outillés, justement, pour être en mesure de faire ces choix-là, tu sais, puis d'apprendre à se connaître, puis d'être dans une valorisation interne, finalement, de faire des choix. Des choix qui viennent de l'intérieur. Exact. Valorisation interne, motivation interne, tu sais, partir de soi. Puis, tu sais, on a parlé beaucoup de reprise de pouvoir, ou de se prendre en charge. Bien, ça va directement avec ça. C'est partir de soi pour identifier qu'est-ce que nous, on veut, et qu'est-ce qu'on désire, qu'est-ce qu'on a de besoin. Puis, à partir de là, bien, ça devient plus interne. Comme les choix que je vais faire, même s'il y en a d'autres, mais je sais qu'ils vont peut-être moins me correspondre. Fait que ça va être moins difficile de renoncer parce qu'au final, ça sera peut-être même pas des fois un sentiment de renoncer parce que j'en veux juste pas de ça, parce que je sais mieux ce que moi je veux à travers ça. C'est ça. Par rapport à ce processus-là, tu sais, de reprise de pouvoir, s'il y a des hommes, des femmes, whatever, qui seraient dans cette position-là, en ce moment, je sais pas s'il y a d'autres éléments que vous voulez... ça serait quoi les premiers pas, tu sais, à les questions à se poser, peut-être? Je sais qu'on en a quand même parlé au travers de l'épisode, mais on dirait que moi, ce que j'aurais envie de partager par rapport à ça, ou ce que personnellement, je sens que je suis rendue, c'est que je pense que je dois prendre un petit pas de recul par rapport au conditionnement sur les réseaux sociaux. Parce que, tu sais, c'est vraiment intéressant d'avoir un podcast puis d'avoir accès à autant d'informations puis de partage puis de connecter avec autant de gens. Ça me fait grandir, clairement, ça me fait évoluer. Mais j'ai remarqué que j'ai tendance à des fois changer mon point de vue justement parce que justement dans l'ouverture puis la compréhension de ce que les gens me nomment, tu sais, que c'est comme si mes valeurs, mes convictions, mes opinions, tu sais, va comme osciller en fonction des gens. Puis j'ai envie de me déconditionner. Tu sais, je sais pas combien de temps ça va prendre, je sais pas si ça va être une petite pause des réseaux sociaux ou je sais pas, mais j'ai un feeling que c'est ça que j'ai de besoin, de prendre un petit peu de recul sur toute l'information que je reçois pour être capable d'entendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce qu'à un moment donné, c'est chaotique, là.
Tu le nommes tellement bien. C'est ça, la surexposition aux réseaux sociaux, aux médias. Ouais. Ça fait énormément d'informations. On n'a jamais, dans l'histoire du temps, été exposé à autant de stimuli, à autant d'images, à autant de choses. Donc, c'est vrai que ça devient un peu déconnecté. On est connecté, mais on est déconnecté de l'intérieur d'une certaine mesure. Donc, le premier pas, effectivement, des fois, c'est de faire un pas en arrière et de prendre aussi le temps d'écouter nos émotions. Tu sais, des fois, quand on entend quelque chose, que ce soit à la télé ou une amie qui parle, comment ça me fait sentir? Donc, ça te donne des messages aussi à l'intérieur. C'est ça. Puis des fois, justement, on peut être trigger, tu sais, par certains éléments. Puis, tu sais, c'est quelque chose que je répète souvent. J'ai l'impression qu'on doit développer un peu cette capacité-là à être challengé parce qu'à quelque part, c'est comme ça qu'on peut comprendre, se remettre en question, savoir, OK, pourquoi ça me dérange? Qu'est-ce que ça vient soulever à l'intérieur de moi? Tu sais, c'est beaucoup un reflet de nous-mêmes, là, tu sais, à quelque part. Et de pouvoir peut-être ça nous permet d'évoluer, tu sais, finalement. Fait que ça peut être positif, mais c'est de doser ça. Mais de doser ou de prendre comme tu dis, des moments de recul pour dire, OK, attends, là, j'ai eu beaucoup d'infos. Un peu faire le tri, finalement, de qu'est-ce que chaque chose me fait vivre, puis qu'est-ce qui me convient pas dans ça. T'sais, parce que des fois, sur le coup, ça peut être « Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. » Puis là, on est très emballé. Puis après ça, ça se dépose un peu à l'intérieur de nous. Puis c'est comme « oui, je comprends, mais finalement, c'est peut-être pas ça quand même ma position, mon opinion, ce qui me convient. » C'est ça. Donc, de prendre, de se donner, en fait, la possibilité de faire ce ménage interne, je pense que c'est une bonne chose, puis c'est nécessaire, là. À tous les niveaux aussi. Là, on parle beaucoup de sexualité, mais à tous les niveaux, savoir profondément qui je suis, c'est quoi mes valeurs, mes convictions. Ça peut se rendre loin, là, la surcharge d'informations, à quel point ça peut nous dénaturer, là, à quelque part. Tu sais, quand tu dis, une première chose, tu te parles de valeurs et tout, mais de voir, essayer d'établir en premier qu'est-ce qui est important pour moi. Puis là, ça, ça touche toutes les sphères, là, pas juste dans la sexualité, mais on peut le faire dans la sexualité comme ailleurs. Mais c'est quoi, pour essayer de se donner un guide, une ligne directrice de c'est quoi mes valeurs à moi ou les éléments dans ma vie qui sont importants, pour après ça, quand je suis face à certaines situations ou confrontée à des émotions ou autres, je peux me rattacher. C'est comme des points de repère, mais au lieu que ça soit des points de repère à l'extérieur, comme on disait, qui sont mis là par la société ou d'autres personnes, c'est des points de repère à l'intérieur de moi. Donc, ça, ça a une valeur plus grande parce que là, je peux me ramener à ça puis dire, OK, quand je me ramène à ça, c'est quoi le choix qui vient après? C'est quoi l'action que je vais faire en conséquence? Je trouve que ça conclut bien l'épisode de se trouver, de se créer des piliers, justement, intrinsèques, tu sais. C'est comme, étant donné qu'on a tellement d'informations à l'extérieur, je pense on a plus le réflexe d'aller chercher ces réponses-là à l'extérieur, tu sais. Ce qui est dommage parce que là, on fait des choix en fonction de ce qu'on s'attend de nous et non pas ce que nous, on aimerait vraiment. Fait que je vous remercie vraiment pour la discussion. Si les gens veulent justement vous suivre, je vais mettre votre chaîne sur YouTube. Puis, vous l'avez dit plus tôt, vous faites aussi des séances en tant que oui, c'est ça, de la consultation privée, individuelle, couple. Donc... toutes les deux. Oui. On a nos sites Internet, justement, si jamais vous souhaitez prendre rendez-vous éventuellement. Moi, c'est valerieleblanc.ca. virginielavoiedugré.com. Cool. Je vais mettre les liens s'il y a des gens, justement, qui sont suite à l'épisode, sont comme « OK, on va faire un petit travail là-dessus. » C'est tellement important. Fait que je vous remercie vraiment pour votre temps et les petits points qu'on a soulevés. J'espère que... Je vais inviter les gens aussi à commenter par rapport à qu'est-ce qui a résonné le plus avec vous. Y a-t-il des prises de conscience? C'est rare que je le fais, mais là, j'ai comme envie de l'adresser pour commenter. C'est toujours le fun d'avoir des retours puis des feedbacks. Tout à fait. Merci à toi.